Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un petit guide d'achat sur cette voiture, sur ce cabriolet que vous aurez peut-être reconnu, sûrement reconnu, la Peugeot 206cc, la Peugeot 206cc du tuyauteur Flexeo. Donc cette 206cc ici présente, qu'on a déjà montré en test sur la chaîne, cette voiture donc est une 206cc, les toutes premières en 2 litres 16 soupapes avec la première finition. Ça nous intéresse pas trop. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vous faire une petite checklist pour avoir une idée de comment acheter cette voiture là, les points sensibles, afin d'essayer, on va dire entre guillemets, d'éviter les potentielles arnaques sur cette voiture. Alors, on peut jamais être sûr à 100%. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de détails qui feront que vous avez des chances malgré tout de faire la bonne affaire, en tout cas de ne pas acheter la mauvaise voiture, puisque ces voitures là, ce sont des voitures qui sont âgées aujourd'hui, qui ont bien plus de 15 ans, qui ont plutôt 20-25 ans aujourd'hui, qui rentrent tout doucement dans la collection, et ce sont des voitures qui ont encore aujourd'hui une valeur entre guillemets faible, relativement faible, parce qu'on va trouver des exemplaires en mauvais état à 1000 €, et puis maintenant ça commence tout doucement à dépasser les 10 000 € pour les plus beaux exemplaires. Je ne sais pas si elles se vendent à ce prix-là actuellement, mais dans tous les cas, elles dépasseront cette valeur-là à coup sûr dans les prochaines années. Et donc, c'est le moment aujourd'hui de faire un petit topo. C'est pas un avis fiabilité classique, c'est un petit topo, un petit tour. J'avais déjà fait ça à l'époque sur la 205 GTI pour vous donner les trucs et astuces, on va dire, pour acheter cette voiture en toute sécurité. Et je donne ces informations-là suite, on va dire, à mon expérience personnel et professionnel sur cette voiture là, et puis sur d'autres évidemment qui composent, on va dire, mon activité. Dans un premier temps, donc la 206cc qui est sortie en 2000-2001 pour les premiers exemplaires et qui a une carrière jusqu'en 2007 pour les toutes dernières et les plus rares, le cœur de marché, on va dire, de cette voiture là, ça va être les voitures de 2001 à 2004 avec deux motorisations essence, un 1,6 litre 16 soupapes en boîte manuelle ou automatique, l'automatique à 4 rapports, la manuelle à 5 rapports, et une 2 litres 16 soupapes en essence. La 2 litres 16 soupapes en essence est uniquement associée à la boîte manuelle 5 rapports. La version diesel, je ne vais pas en parler parce que pour moi c'est bon, vous avez déjà mon avis sur l'1,6 litre HDI de manière générale sur d'autres vidéos si vous avez besoin, et je trouve que ça va pas très bien avec cette voiture là. Malgré tout, la 206cc en HDI existe. Moi je vais pas en parler, je vais me contenter de parler des 1,6 litre essence et des 2 litres essence, et avec quelques évolutions de gamme sur ces voitures là, puisque la 206cc entre 2001 et 2007, il y a eu la phase 1 et la phase 2 avec quelques évolutions pas qu'esthétiques, mais parfois des évolutions techniques qui peuvent être à contrôler. Dans un premier temps, la partie esthétique de la 206cc, la partie extérieure, donc ce qu'on va voir dans un premier temps une fois que vous êtes mis en quête de la voiture et que vous venez voir la voiture. Il faut savoir donc que la 206cc, c'est donc une voiture qui dérive d'une 206 classique, donc c'est une voiture qu'on va qualifier de voiture de base, hein. Même si on a des belles versions, au départ ce sont des voitures qu'on va qualifier d'économiques, donc avec potentiellement un certain nombre de problèmes de finition sur la partie extérieure. Et il est assez rare, pas impossible, mais il est assez rare d'avoir une 206cc avec sa carrosserie d'origine immaculée. C'est des voitures qui ont fait beaucoup de villes, c'est des voitures qui ont servi, donc c'est pas des voitures d'exception, c'est des voitures qui ont fait différents types de trajets. Les propriétaires successifs ont été plus ou moins soigneux, et du coup la carrosserie peut souffrir. Elle souffre très souvent à ce niveau-là. Donc au niveau des phares, vous avez souvent des bosses qui peuvent intervenir ici, et sur tout le latéral, vous avez souvent des 206 avec des coups de porte plus ou moins nombreux. Alors je ne sais pas si celle-ci est totalement immaculée, mais vous voyez là les bosses sur les ailes. Alors en général c'est pas tellement ici, c'est plutôt vraiment proche du phare. On a souvent des coups qui peuvent se faire ici.
Et très souvent sur les ailes arrière, les ailes arrière marquent assez vite aussi. Là on peut voir qu'il y a une série de coups, je pense que ça se voit à la caméra. C'est une voiture qui est assez sensible de ce côté-là. Alors c'est pas un défaut de fabrication de cette voiture là, mais très souvent les 206 et en particulier les cabriolets peuvent être touchés par ce type de maux. Après pour ce qui est de la fixation des phares, des rétroviseurs, on va dire que c'est dans la moyenne de la catégorie. Si c'est une voiture normalement utilisée, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté là. Premier point on va dire d'embêtement et de contrôle, la qualité des joints à ce niveau là est assez moyenne, comme très souvent chez Peugeot. La qualité est assez moyenne de ce côté là, donc bon c'est évidemment à contrôler, mais c'est pas ce qui vous fera rebuter votre achat sur votre voiture. Là on peut voir ici qu'ils sont très légèrement gondolés. Alors c'est plus souvent le cas sur les phases 1 que sur les phases 2, il faut le savoir, bon c'est comme ça. Autre point qui peut être relativement gênant sur ces 206, c'est la qualité des peintures qui est assez moyenne, pour pas dire plus. Et il n'est pas rare de voir des 206 avec des éléments plus ou moins foncés. Là, vous voyez, cet exemplaire-là qui n'a pas été repeint, en tout cas pas récemment. Et bah là, rien qu'ici, on peut voir que l'aile est pas tout. Alors j'espère que ça se voit à la caméra, mais on peut voir que l'aile n'est pas tout à fait de la même couleur que le capot, que la calandre avec le pare-choc. Et c'est particulièrement vrai sur ce genre de couleur. Sur les jaunes aussi, on voit beaucoup de différences comme ça. Il y a des difficultés, on va dire, d'application de peinture. Alors, quand on voit ces choses-là, c'est pas normal enfin, c'est anormal de manière générale, mais c'est plutôt preuve d'une manque de qualité de peinture qu'une voiture qui a été repeinte suite à accident ou quoi que ce soit. Il faut évidemment, je fais cet avis là, il faut pas se couper des règles de base d'un achat de véhicule d'occasion, de contrôle d'accident, etc. Il faut évidemment prendre garde à ça, mais là je donne des petites informations comme ça à prendre note. C'est pas normal, surtout sur les voitures à couleur pétante comme ce vert. Sur les noirs et les gris ça se voit un petit peu moins, bien que ça se voit quand même. Il y a des différences de qualité d'application et c'est pas normal, mais il faut prendre garde à contrôler ça et être sûr que la voiture n'a pas été refaite. Elle peut ne pas être refaite et être comme ça, voilà, faut le savoir. Ensuite, il y a un défaut qui est assez récurrent sur les 206 et encore une fois surtout sur les premières séries. Souvent on a des 206 où à ce niveau là de chaque côté il peut y avoir des problèmes de réglage de toit. Donc avant même de manœuvrer le toit, il faut voir si ici de chaque coin ça a touché ou pas. Si ça a touché, c'est que soit la voiture a subi un accident plus ou moins important, soit il y a eu une intervention sur le toit, il y a eu un problème de réglage et ils ont réglé, et peut-être que parfois ils ont mal réglé, donc il faut voir si ça touche encore aujourd'hui ou pas. Et d'ailleurs parfois à ce niveau là ça a tellement frotté que parfois ça peut rouiller à cet endroit. Sur les 206, là on peut voir que c'est une voiture qui a priori n'a pas eu besoin de réglage, en tout cas elle n'a pas eu besoin d'un réglage suffisamment important. Les deux côtés du toit ne sont pas marqués au niveau de la vitre arrière, donc ici il faut contrôler. Très souvent c'est pas terrible de ce côté là, surtout sur les phases 1. Un peu moins sur les phases 2, ils ont corrigé un peu le tir, mais ça peut arriver. On va faire quelques acrobaties. Là pour la vidéo, j'ai ressorti une petite lumière supplémentaire. Les 206 ne sont pas exemptes de rouille potentielle au niveau des bas de caisse. Elles peuvent cloquer, certaines. Alors, si ça a déjà cloqué ici, c'est qu'en général, en dessous, c'est pas terrible. Donc, faut bien prendre garde de regarder attentivement ici. Et s'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à voir, par exemple ici, s'il y avait une sorte de cloque, une sorte de boursouflure sur la peinture, il ne faut pas hésiter à voir, à appuyer dessus, et si ça a tendance à être un petit peu mou, ça sent pas bon de ce côté-là. Donc là, on a un châssis qui doit ressembler à un châssis de 206, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de rayure, et il n'y a pas de boursouflure de ce côté-là. Et deuxième point, ce qu'il faut regarder attentivement, parce que la 206 cabriolet par rapport à une 206 normale, elle va avoir ses points de renfort ici. Donc c'est juste au niveau de la portière. Là, vous voyez, la poignée de porte est là. Si je descends tout droit, je peux voir ici le renfort de train arrière à cet endroit-là.
Et du coup là on peut voir ici qu'au bout de 20-25 ans ça commence légèrement à, mais c'est de la rouille de surface, c'est pas très grave, on s'en fout, mais parfois vous avez certaines 206 autour de ces points d'ancrage de fixation, le châssis rouille. Et là, c'est pas bon parce que ça passe pas au contrôle technique, en plus d'être dangereux. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il faut faire très attention, prendre garde à cet endroit-là de chaque côté. Vous en avez un à droite et un à gauche, qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas de corrosion sur votre voiture parce que là, c'est une opération qui dépassera le prix de la voiture si on doit faire réparer. Si on doit faire réparer sa voiture. Pareil, à ce niveau-là, elles peuvent se mettre à rouiller aussi les 206 sur certains cas, et plus les années vont avancer, et pire ça va être. Forcément, c'est les voitures qui vont entrer dans la collection. On n'est plus simplement sur des voitures d'occasion de base, elles peuvent avoir de la rouille à cet endroit-là. Donc, c'est 2 points à contrôler. En plus, il faut contrôler en termes de corrosion sur les 206, c'est assez sensible. C'est au niveau du plancher. Ici, vous voyez, donc là c'est encore propre, mais il va bientôt falloir intervenir. Et vous voyez, ce que je vous dis, c'est que là c'est les fixations arrière du plancher. On peut voir là ces grandes barres là qui font tout le long, et on peut voir que bah là, si ça corrode ici, c'est moins grave, il faut le faire, c'est moins grave que le reste. Mais par contre, vous voyez là sur les parties grises, à cet endroit là, ça c'est purement et simplement le châssis, donc là c'est rien, c'est une petite corrosion de surface, c'est rien du tout, mais il faudra penser à regarder ça de près parce que certaines 206 à cet endroit là peuvent être pourries littéralement, et là il faut bien regarder, contrôler et être sûr. Et pareil, c'est quelque chose qu'il faut regarder et à droite et à gauche, près du pot d'échappement. Il faut s'assurer de son bon état à cet endroit-là. Tant qu'on est sur le pot d'échappement, de grandes fragilités peuvent être sur les fixations de pot. Des fois, ça peut toucher, ça peut taper. C'est du Peugeot, c'est pas terrible en termes de qualité. Faut pas hésiter à faire ça pour voir si la fixation de la ligne est correcte. Donc une fois que vous avez contrôlé vos bas de caisse, vos passages de roue, et à cet endroit-là, normalement la corrosion sur 206 est évidemment à ce niveau-là, normalement la corrosion de la 206 se limite après à ça. Après, ça n'empêche pas qu'on peut regarder un petit peu sous le tapis de coffre, etc. et à l'avant des longerons, mais c'est pas des points particulièrement sensibles. C'est pas des points particulièrement sensibles sur cette voiture d'un point de vue de la corrosion et de la structure même de la voiture. Donc après, on va pouvoir passer à la partie, on va dire, intérieure. Avant même de parler réellement de la partie intérieure, puisque j'étais sur la partie corrosion, la continuité même du bas de caisse ça nous emmène ici, et on peut voir parfois aussi des 206 qui commencent à rouiller à cet endroit-là. C'est un peu galère avec la lumière, mais au niveau de la séparation de châssis, à cet endroit-là, il faut faire attention à ça. Ça peut être problématique. Donc une fois qu'on ouvre la porte, que ce soit la conducteur ou la passager, on devine très souvent une qualité de siège à ce niveau-là très médiocre. C'est censé ne pas passer au contrôle technique parce qu'à cet endroit-là, on a l'airbag latéral et la qualité du siège sur la 206 est assez misérable. Ici, elle peut poser problème. Donc, non seulement esthétiquement, mais en plus, d'un point de vue contrôle technique, c'est censé ne pas passer à un défaut pareil. Qu'on ait les sièges en tissu ou en cuir, c'est pas des voitures qui sont épargnées par ce problème-là. Donc, faut faire, ça se voit tout de suite et on voit qu'il y a potentiellement un souci ici. Donc après, dans des considérations plus esthétiques, le siège, pour le reste, un peu moins vrai sur le tissu que sur le cuir, peut s'abîmer à différents endroits. Bon, bah ça c'est de l'esthétique pure, c'est à vous de juger la pièce que vous avez sous la main. Après, quand on ouvre les portes, avant même de regarder toute la partie de la cinématique du toit, on va regarder la qualité des joints une fois que les vitres sont en place. Et pareil pour voir si tout semble assez bien collé, parce que ça peut être source
potentiel de fuite à un moment donné. Alors, il faut savoir que les cabriolets, même les cabriolets à toit dur comme ici, c'est jamais des voitures 100% étanches. Ça laisse toujours passer ou de l'air ou machin, mais il y a une tolérance. C'est-à-dire que si vous mettez un coup de Karcher sur la voiture et que là, à cet endroit-là, il y a quelques gouttes qui passent parce que vous avez mis un coup de Karcher, c'est tellement violent un Karcher que forcément, ça peut arriver, ce genre de truc. Bon, par contre, si vous prenez une bouteille d'eau et que vous la versez là, sur ces jonctions de toit ou ici, et si vous avez toute l'eau qui rentre dans la voiture plutôt que de s'évacuer à l'extérieur, là il y a des problèmes. Donc vous regardez l'ensemble des joints, pareil hein, sur le tour de porte, vous regardez que ce soit pas coupé et que ce soit assez propre, et pareil vous regardez sur la longueur ici de chaque côté et vous assurez que le joint vous semble complet et sans problématique de ce côté là. Donc là vous avez fait votre tour, vous avez vu que vos joints sont plus ou moins propres. Vous avez vu que votre siège 9 fois sur 10 il est pourri. Là vous pouvez vous asseoir dans la voiture et regarder l'ensemble. Alors sur l'ensemble, bon la 206, le tableau de bord, la qualité est assez modeste, on va dire, hein, des plastiques, mais normalement ça doit être dans cet aspect-là, parce que même si les plastiques sont assez modestes, ils ont tendance à ne pas rayer, ils restent plutôt propres malgré les années, etc. De ce côté-là, on est plutôt à notre avantage. Il y a une certaine fragilité sur les pommeaux de vitesse, mais pareil, ça c'est quelque chose que vous allez voir assez facilement. Il n'y a pas besoin d'un contrôle d'expert pour vous rendre compte que ça peut poser problème. En fonction des années, sur la 206, vous allez avoir plusieurs types d'afficheurs centrales au-dessus à ce niveau-là. Sur les premières phases comme ça, vous allez avoir un afficheur qui va être avec un vieux graphisme, un peu comme sur les 406 ou les Xantia. Cet afficheur-là, il déconne tout le temps. Alors, je crois que c'est Sagem qui faisait ces afficheurs-là. Il déconne assez souvent. Là, on peut voir qu'il y a des pixels qui sont manquants, etc. C'est pas terrible. Et avec la chaleur, ça a tendance à s'effacer. Et ils sont très durs à trouver. Donc ça, c'est les afficheurs des premières séries jusqu'en 2002. À partir de 2002, ils ont mis les nouveaux afficheurs qui sont un peu moins fragiles, mais avec la chaleur qui a aussi tendance à s'effacer. Donc de ce côté-là, c'est des bugs qui peuvent arriver. Après, pour le reste, l'électronique est plutôt correcte. Très souvent, les autoradios sont changées. La climatisation, alors c'est pas le panneau de commande qui peut poser problème si elle ne fonctionne pas. Après, le reste, on va voir ça juste après. Le compteur de vitesse, il faut bien s'assurer de son bon fonctionnement. Et alors, parce qu'il y a deux types de problèmes. Il y a l'aiguille du compteur qui peut rouler n'importe comment. Des fois, vous pourrez rouler à 50 et la voiture est à 90, ou inversement, est à 90 et l'aiguille est à 50. L'aiguille est pas terrible. Et parfois, on a l'aiguille du compte-tour qui fait aussi n'importe quoi et qui peut rester bloqué à n'importe quelle position. Ce qui entraîne malheureusement parfois des 206 avec des faux kilométrages. Faux kilométrage ne veut pas dire forcément que le mec ait voulu faire une magouille pour baisser le compteur. Là, on a une voiture qui a 135 000 km. Là, le compteur fonctionne. Mais si demain, ce compteur-là ne devait plus fonctionner, pour retrouver un compteur, on peut retrouver un compteur qui a 160 000 comme 80 000 km. Et là, du coup, il peut y avoir un écart de kilométrage. Donc, il y a quelque chose à contrôler de ce côté-là pour être sûr de son kilométrage. Si le compteur n'a pas été changé, des fois, on peut trouver un compteur, il va avoir 132 000 ou 138 000. On a des difficultés à avoir le kilométrage sûr sur sa 206. Et c'est un cas qui est plutôt vrai sur les phases 1 par rapport aux phases 2. On a plus de chances d'avoir une phase 1 avec un problème de compteur qu'une phase 2, ce qui n'empêche pas qu'il faut contrôler quand même sur la phase 2. Mais ça existe sur ces voitures-là, malheureusement, et c'est pas forcément signe de magouille, ça peut être simplement un compteur qui pète. Les commodos sur les phases 1 sont plutôt solides, c'est les commodos dérivés des 406, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a moins de soucis sur les phases 1 que les phases 2. Les phases 2 ont le fameux COM 2000 avec les commodos un peu plus ronds, là ils ont un peu un aspect plat sur les phases 1, sur les phases 2 c'est les mêmes que je sais pas sur les C3 etc, et 207 et tout, et donc c'est toute la commande derrière avec la commande d'airbag qui peut déconner, donc des fois on a le commodo qui marche pas. Parfois c'est le régulateur qui va pas marcher, parfois c'est le voyant d'airbag qui va s'allumer. Donc tout ça c'est le COM 2000, c'est une pièce complète qu'il faut changer derrière le volant. Ça nécessite la dépose du volant, etc., de l'airbag. Si vous n'êtes pas très habitué, il faut éviter de se faire ce genre de travail qui peut être assez contraignant et assez difficile. Donc
mon conseil, quand vous achetez la voiture, quand vous êtes à la visite, vous démarrez la voiture, vous voyez déjà dans un premier temps si les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement. Si les voyants s'allument et s'éteignent, hein, là, vous voyez, si je fais ça, je peux voir qu'il y a les différents voyants, y compris d'ABS en haut à gauche qui s'allument et qui s'éteint. Et si je mets la voiture en route, après tout doit s'éteindre, hormis la jauge à huile qui est ici, de niveau d'huile, et le témoin de frein à main. Et puis bah, si j'enlève le frein à main, on peut voir qui s'en va. Donc vous contrôlez ça. Une fois que ça s'est contrôlé, on va enlever la clé parce que sinon elle va sonner. On va pouvoir s'assurer du fonctionnement du toit. Alors le toit fonctionne par deux systèmes. Il y a un système qui est électrique et un système qui est hydraulique. On a différents capteurs qui sont positionnés à différents endroits. Donc on a un capteur qui est ici, qui est la commande. On a un capteur qui détecte la position ici, qui détecte la position là, qui détecte également dans le coffre. Donc on va ouvrir le coffre parce que le coffre s'ouvre de manière séparée sur la CC, il n'est pas centralisé pour des mesures de sécurité. Donc là on peut voir que le coffre est chargé et donc le filet il doit être mis en place parce que ici vous avez un capteur qui assure que le filet est en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'objet à cet endroit là, parce qu'en gros quand le toit se referme il prend la totalité du coffre jusqu'au filet. Il y a un capteur ici pour s'assurer que le coffre est également bien fermé et tout ça, ça nous amène à vous dire qu'il y a 11 capteurs. Et si je rouvre le coffre, j'ai oublié, alors là je vais pas donc dégarnir complètement la voiture, mais de ce côté là à droite vous avez le moteur hydraulique, enfin le pur moteur, donc c'est une pièce hydraulique avec de la tuyauterie etc, de l'huile à l'intérieur. Normalement c'est pas censé fuir. Si le moteur se met à fuir, il n'y a pas assez d'huile pour mettre en pression, donc le toit ne peut pas fonctionner. Donc les deux cas les plus répandus de non-fonctionnement de toit sur les 206, c'est soit un problème hydraulique, donc fuite sur la partie hydraulique raccord, ou le moteur qui se met à fuir, soit un problème de capteur. Donc ça, c'est les deux cas les plus courants de problèmes de non-fonctionnement de toit sur ces 206. Parce qu'évidemment, si vous avez le toit qui ne s'ouvre pas sur une 206, ça sert à rien de l'acheter, ou alors vous êtes connaisseur bricoleur et vous achetez la voiture à bas prix pour pouvoir refaire votre truc. Quand c'est ni la partie hydraulique ici, quand c'est pas un capteur qui pose problème, ça peut être un des câbles de maniement du toit qui peut péter. Là on peut voir ici à travers la lumière à cet endroit là qu'on a un câble, ça peut être une de ces parties là, ça peut être aussi une des vitres électriques qui peut poser problème et qui indirectement pose problème au toit, mais ça c'est un cas qui est nettement plus rare. Donc une fois qu'on s'est assuré que le filet était mis en place, on démarre la voiture, toujours pour pas forcer sur la batterie, on décroche le toit de chaque côté. Là on a entendu un bip et ce bip nous assure de la possibilité déjà de fonctionnement de ce capteur là. Ensuite on appuie sur la commande ici, on s'assure aussi que la voiture est placée sur un endroit plat pour pouvoir manœuvrer le toit en bonnes circonstances, parce que l'idée c'est pas d'abîmer la voiture. Si la voiture elle est à cheval sur un trottoir, manœuvrer votre toit c'est pas une bonne idée. Et donc là le toit il fait son travail traditionnel, hein, 25 secondes à peu près pour ouvrir cette partie. Et là on attend le bip final et là on peut couper la voiture. Donc là, vous avez fait votre maniement de toit et vous n'oublierez pas après de refermer le toit pour vous assurer de son bon fonctionnement également de ce côté-là. Le toit fait un peu de bruit quand il est en manœuvre, mais il ne fait pas un bruit non plus exagérément fort. Dernier cas parfois, c'est cette partie-là qui se referme mal et qui fait qu'on n'a pas le toit qui fonctionne comme il faut. Bon, ça c'est aussi, ça peut arriver. Une fois qu'on a décapoté, on va regarder la qualité de ce joint ici. Il ne faut pas qu'il soit coupé. Et il faut qu'il soit relativement souple. Voilà, ça c'est important, il faut le regarder parce que si lui il est pourri, vous êtes à peu près sûr d'avoir une fuite ici. Mais bon, en général, de toute façon, quand vous avez une fuite de toit sur la 206, ça pue à l'intérieur où il y a des taches, etc. Et souvent, ces voitures-là aujourd'hui, heureusement, elles ont été éliminées de la circulation, mais il se peut aussi qu'il y ait des voitures comme ça avec des toits qui n'ont pas marché pendant des années et du coup le joint a séché. Donc assurez-vous comme ça rapidement que le joint est propre, et s'il est propre et étanche, enfin en tout cas souple, ça veut dire qu'il va assurer son étanchéité
Voilà, donc après s'assurer une fois que vous ouvrez le toit que les 4 vitres fonctionnent, parce que ça coûte un petit billet de réparer les vitres de 206 cc, c'est plus cher que sur une 206 normale. Et une fois que vous avez contrôlé ça, en principe, à part les contrôles de base d'une voiture de base, vous n'avez pas d'autres points à regarder avant de passer à la mécanique. Donc là on est à la mécanique, et la mécanique de cette voiture, là on a une voiture qui a été quelque peu modifié par le tuyauteur Flexeo. Qu'est-ce qu'il a fait le tuyauteur Flexeo? Il a fait son travail sur sa voiture, c'est-à-dire que le tuyauteur Flexeo, il vend des radiateurs qui ont une capacité un peu plus grosse qu'à l'origine, tout en passant dans le véhicule, et il vend aussi des kits complets de durite en silicone. Donc ça permet de fiabiliser son ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des voitures qui ont 20-25 ans et c'est des pièces qui peuvent malheureusement aujourd'hui poser problème, quitte à changer une durite. De toute façon vous savez que l'ensemble va péter à la foulée. Alors il y a différents coloris qui existent, lui il a mis rouge pour faire son programme publicitaire, mais vous pouvez mettre du noir et qui est l'aspect de l'origine pour ne pas être embêté outre mesure par la voiture. La barre anti-rapprochement, ça c'est encore autre chose, parce qu'il me semble qu'il a rabaissé légèrement sa voiture. Enfin bref, il en fait ce qu'il veut. C'est une voiture un petit peu de publicité. Moi je suis plutôt voiture d'origine, lui il est plutôt voiture légèrement modifiée. Donc bon, ça nous empêche pas de regarder les contrôles, mais en tout cas les durites, bon si vous avez besoin, vous savez que le kit complet existe pour la 206 et puis pour d'autres modèles. Enfin, vous regardez sur internet, vous allez trouver les informations dont vous aurez besoin sur son site. Donc je disais tout à l'heure que la 206 en essence existe en 1,6 litre ou en 2 litres. Là c'est une version donc 2 litres, un moteur EW, donc c'est un moteur qui est dans son ensemble plutôt fiable. Il n'y a pas de gros problèmes particuliers. Malgré tout, il y a quelques points d'attention sur ces voitures là. Premier point d'attention, surtout sur les phases 1, le collecteur d'échappement peut poser problème. À l'intérieur, vous avez comment dirais-je, comme une sorte de bride dans le collecteur, une espèce de partie en métal en croix, et cette partie en métal en croix peut se dessouder et dans des cas les plus extrêmes faire boucher votre collecteur et votre moteur tourne mal, mais dans 99% des cas, et c'est le truc qui est pas agréable, ce collecteur là va se mettre à vibrer et du coup faire un bruit métallique dégueulasse, et du coup c'est pas très agréable, surtout quand on est décapoté, qu'on roule à 50. Ça c'est le premier point sur cette 206, donc en 2 litres 16 en tout cas. Collecteur d'échappement pas terrible, le reste de la ligne il est moyennasse comme souvent chez Peugeot dans ces années là, et ça c'est surtout le cas sur les phases 1. Autre possible problème plus ou moins important, cette durite là qui est une durite en métal, c'est la durite de direction. Cette durite de direction elle peut se mettre à fuir ou à être grasse comme ici. En soi, c'est pas très grave à partir du moment où vous contrôlez votre niveau régulièrement. Sachez que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de ce côté-là, de tuyaux de direction. Autre point de sensibilité sur ces voitures-là, les embrayages sont plutôt faibles pour la catégorie. Sachez qu'en général ces embrayages là tiennent autour de 100 000 km, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais les embrayages sur les 2 litres 16, c'est souvent les butées qui sont pas terribles. Elles font rapidement du bruit, elles peuvent se casser et empêcher le passage des vitesses, et ça que ce soit phase 1, phase 2, il n'y a pas tellement de problèmes. Sur les 2 litres 16 phase 1, la distribution, bon il n'y a pas beaucoup de place comme un moteur 2 litres dans une petite voiture, elle est à faire 10 ans, 5 ans, ça dépend comment vous voyez les choses. Je pense qu'il vaut mieux les faire tous les 5 ans. Aujourd'hui on n'arrive plus réellement sur les termes kilométriques, c'est surtout des termes d'années, donc c'est bien de les faire tous les 5 ans, les courroies sur ces moteurs là. Sur les phases 1, si ce n'est la place, il n'y a pas tellement de difficultés particulières. Sur les phases 2, il faut faire attention à la poulie folle au niveau du vilebrequin qui peut poser problème, parce que si vous calez pas parfaitement votre moteur, et c'est assez chiant à caler, c'est pas le plus simple des moteurs, on peut se retrouver avec un calage de distribution très mauvais. Donc s'assurer que la distribution soit faite sur cette voiture là. Le top c'est distrib embrayage, si c'est fait sur facture, là vous êtes confort, vous êtes tranquille de ce côté là. Pour ce qui est des 2 litres 16, c'est à peu près tout, ça reste des mécaniques assez fiables. Sur les 1 litre 6,
Les joints de culasse, mais c'est quand même relativement rare sur les 16V, mais ça existe hein, malgré tout. Il faut s'assurer que, alors là on n'a pas un 1,6 litre sous les yeux, mais à ce niveau-là, sur les 1,6 litre, on peut avoir, quand j'ai mis à ce niveau-là, c'est au bout vers l'alternateur, vous verrez, vous avez l'alternateur ici, et vous pouvez avoir une fuite d'huile à cet endroit-là, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Le 1,6 litre globalement, il est moins intéressant à conduire en termes de puissance, bien que moi il me suffise pour cette gamme de voitures là. Mais il est aussi pour moi plus fiable et plus simple d'entretien. On peut avoir aussi quelques problèmes de bobine d'allumage, donc c'est la pièce qui vient sur les bougies, mais pareil c'est assez... les bobines d'allumage, oui, peuvent poser problème, mais bon, c'est pas des pièces qui coûtent très cher, donc ça va. Autre pièce qui peut coûter assez cher sur la A206, c'est cette pièce qui est ici, c'est le bloc hydraulique d'ABS. Tout à l'heure j'ai montré sur le compteur le voyant d'ABS. Un problème assez chronique sur les 206, donc il faut s'assurer de son fonctionnement et qu'il s'allume et qu'il s'éteigne, puisque c'est rarement les capteurs sur les 206, c'est très souvent cette magnifique pompe qui se refait, mais entre refaire la pompe, la main d'œuvre et la purge, etc., vous avez un beau billet de 700-800 minimum à mettre. Donc quand vous contrôlez votre voiture, assurez-vous que ce truc là marche, parce que ça peut vite faire diminuer la valeur de la voiture si ce voyant est allumé. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de petits points d'attention et de contrôle sur cette voiture. Ça reste une voiture d'occasion, qui plus est, qui commence à rentrer dans la collection de par son âge. Donc ça, c'est des points d'attention que j'ai donné particuliers à cette voiture. Ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même regarder les points classiques d'une voiture dans son fonctionnement, aussi bien dans son embrayage, sa boîte de vitesse, les pneus, les freins, etc. Je ne vais pas détailler toutes ces choses-là. C'est de l'ordre du contrôle classique d'une voiture, quelle qu'elle soit, que ce soit un vieux camion comme ici, cette 206, ou une voiture neuve comme ici, c'est des choses qu'il faudra contrôler. Évidemment, il y a aussi toujours le feeling avec le vendeur qui va être important. Évidemment, une voiture de première main ou quasiment de première main, avec toutes les factures, donne tout de suite plus envie à être achetée qu'une 25e main achetée sur un parking sombre, évidemment. Tout ça, c'est des contrôles qu'il faut faire quand vous êtes en potentiel acquéreur d'une voiture. Si vous ne savez pas faire, des professionnels savent le faire. En tout cas, moi, je sais le faire. Après, il n'y a pas d'énormes difficultés, mais il y a quand même un certain nombre de contrôles à faire sur une voiture, quelle qu'elle soit. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à aimer Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.